Et l'Amérique aujourd'hui est prise par une forme d'hubris où tout est possible. Et c'est la marque d'un illimitisme. Il n'y a plus de limite. Pas de limite à la puissance, pas de limite à l'appétit prédateur, la quête de ressources. Derrière Nicolas Maduro et derrière l'argument du narcotrafic, qu'on peut comprendre compte tenu du drame que cela représente pour les États-Unis. C'est l'un des arguments avancés par Donald Trump. C'est l'un des arguments. Mais justement, monsieur Villepin, pour justifier son opération, Donald Trump a évoqué justement la question du narcotrafic, narcoterrorisme, puisqu'il serait inculpé pour ça dans un comté américain. Est-ce que c'est pas un élément à prendre en compte? Barack Obama lui-même avait dit que le Venezuela était une extraordinaire menace pour les États-Unis. Il n'y a pas que Donald Trump, il y a quelques années. Il faut d'abord et avant tout dire à quel point personne ne regrettera Nicolas Maduro. Vous ne le regretterez pas? Certainement pas. Nicolas Maduro est à la tête d'un régime qu'il a mis en faillite. Un pays richissime, un pays pétrolier, un pays qu'il a mis en ruine, un pays qui connaît depuis des années une catastrophe humanitaire absolument sans précédent pour cette région. Donc vous saluez son départ ou vous condamnez cette opération? Laissez-moi terminer. Avec 8 millions d'exilés qui sont en Amérique latine et en Europe et aux États-Unis. Et bien sûr, une complicité avec un certain nombre de trafics et donc complicité mafieuse. Est-ce que cela justifie une opération comme celle-ci? Clairement, non. La souveraineté d'un État ne peut pas être mise en cause unilatéralement. Il y a un processus pour ça. Est-ce que les Nations Unies ont donné leur accord? Est-ce qu'il y a le consentement de l'État? Non. Y compris pour un président qui a volé les élections en 2024. Ça a été dénoncé par toute la communauté internationale. Vous avez raison. Mais est-ce que le premier réflexe de Donald Trump, c'est d'inviter le président élu à l'époque, M. Urrutia, à prendre le pouvoir à Caracas? Non. Et est-ce que le narcotrafic est véritablement la vraie raison? Ne l'oublions pas. Donald Trump a pris une mesure très importante il y a quelques jours. Il a gracié l'ancien président du Honduras, accusé pour plusieurs dizaines d'années de prison de narcotrafic, le président Hernandez. Donc, manifestement, il y a d'autres arguments. Alors, c'est là où il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Mépris du droit international, atteinte à la souveraineté du Venezuela, convoitise, je parlais d'illimitisme, bien sûr. Nous sommes dans un monde de rareté et la quête par les nouveaux empires de ressources, de territoires constitue un objectif majeur. Le Venezuela, c'est la première réserve de pétrole. Amandine, Donald Trump vient de mettre la main sur la plus grosse station d'essence du monde. Mais il ne s'en cache pas. Précisément hier, dans sa conférence de presse, il assume parfaitement de vouloir envoyer les compagnies pétrolières américaines. Est-ce que pour vous, on peut même dire que la principale raison aujourd'hui, c'est une prédation américaine, une volonté de faire de l'argent avec le pétrole? Il y a une argumentation qui s'appuie sur le narcotrafic pour des raisons de légalité, également sur une opération de police qui trouve son fondement dans la décision de l'État de New York en 2020 et qui peut justifier un mandat d'arrêt contre Maduro. Mais nous voyons bien que cela ne suffit pas à justifier l'opération américaine. D'autant que nous sommes au milieu d'un processus dont nous ne connaissons pas exactement aujourd'hui l'aboutissement. Les forces américaines sont intervenues pour exfiltrer le président, sa famille, ses enfants. On va revoir ces images pendant que vous parlez qui sont absolument incroyables. Les images sont parlantes. Mais contrairement à ce qui s'est passé en Irak, il y a un changement de personne, pas encore un changement de régime. Les principaux protagonistes du régime sont en place. Le ministre de l'Intérieur, M. Diosdado Cabello, la vice-présidente, Delcy Rodriguez, le président du Parlement, le frère de Mme Rodriguez, tous ceux-ci sont en place. La vraie question, c'est, est-ce que c'est une opération qui se fait avec le maintien en place du régime, quitte à ce qu'une couverture soit donnée à ce régime, pour prendre la main sur les ressources pétrolières américaines, ou est-ce que c'est une véritable opération de régime et de protectorat sous direction américaine? Donc vous appelez à une forme de transition, de réorganisation du pouvoir des États-Unis, la première décision des États-Unis,
c'est de reprendre le fil là où il a été interrompu sur le plan démocratique. Et donc de faire en sorte que le président élu, M. Urrutia, puisse prendre le pouvoir, que Mme Corina Machado, la prix Nobel de la paix, puisse jouer un rôle compte tenu de la force morale qu'elle représente. Mais Donald Trump et que le peuple vénézuélien puisse être amené à choisir. Donald Trump, manifestement, nous sommes dans une opération qui aujourd'hui laisse présager une transition au long cours, le temps pour les États-Unis, et il l'affirme. Il dit que les États-Unis vont diriger le Venezuela. Ça vous choque pas, ça ? Diriger l'administration, faire un... Mais bien sûr que ça me choque. C'est quoi, c'est une occupation ? Bien sûr, établir un protectorat, et à partir de là, gérer bien sûr les ressources du Venezuela. Ne l'oublions pas, le Venezuela est frontalier du Guyana, où viennent des découverte également des ressources pétrolières tout à fait considérables. Donc il y a un enjeu économique majeur. Comment vous qualifiez le fait que Donald Trump dise on va diriger le pays? C'est une colonisation, c'est une occupation, c'est quoi? C'est une mise sous tutelle pour vous? C'est une intervention totalement illégale qui porte atteinte à la souveraineté du Venezuela. C'est un protectorat qui est établi sur le Venezuela, et c'est en cela que nous devons, et c'est parfois difficile sur les plateaux, prendre la mesure de ce qui est en train de se passer. C'est un bouleversement de l'histoire? C'est un basculement historique, et la réaction que nous devons avoir doit prendre en compte ce qui est susceptible de venir, ce qui est en train de venir. Premier élément, permettez-moi, premier élément qui doit guider notre réaction. Le message qui est apporté est interprété par certains comme un message très dur vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de la Russie. Je crois exactement l'inverse. Pourquoi? Parce que c'est un message d'un empire qui se comporte de façon impériale et qui, en quelque sorte, dit aux autres empires, moi, dans ma zone d'influence, selon les principes de la doctrine Monroe, dans l'hémisphère occidental, je fais ce que je veux, je me sers, je prends les richesses là où elles sont. Et le message donc adressé à la Chine et à la Russie, dans votre propre hémisphère, libre à vous de vous servir. Voilà ce qu'aujourd'hui, le président Xi et le président Poutine peuvent comprendre. Donc c'est la logique des blocs qui prévaut. C'est la logique des blocs et c'est la logique de l'influence. Et malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il y a un endroit, un continent où ceci n'est pas compris, c'est l'Europe. La réaction des dirigeants européens, la réaction d'Emmanuel Macron montre deux choses. La réaction d'Emmanuel Macron, on va la voir, Monsieur le Premier ministre. Le président de la République qui juge, je cite, que le peuple vénézuélien est aujourd'hui débarrassé de la dictature de Maduro et ne peut que s'en réjouir. La transition à venir doit être pacifique, démocratique et respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Aucune condamnation de l'usage de la force. Qu'est-ce que vous pensez de cette réaction du président français ? Que l'on puisse se réjouir ou ne pas regretter le départ de Nicolás Maduro, je le redis, je le comprends parfaitement et je partage ce sentiment. Mais ce qui se joue va bien au-delà du Venezuela, à une dimension politique et symbolique extrêmement forte. Ce qui se joue, et c'est en cela que ça nous concerne, nous Français et Européens, c'est un changement complet de l'ordre international. Et le mépris du droit, l'illimitisme des empires va nous conduire à des situations où Emmanuel Macron, les Européens, tous les dirigeants français seront devant une situation qui les concernera de beaucoup plus près. Mais alors vous qualifiez comment cette réaction du président français? Comment vous la qualifiez? Aveugle. Aveugle? Inconsciente des réalités. Irresponsable en ce qui concerne l'avenir de notre pays et l'avenir de l'Europe. Pourquoi? Que fera-t-on demain quand Donald Trump fera le même raisonnement qu'il a fait pour adapter bien sûr aux circonstances, qu'il fait aujourd'hui pour le Venezuela, quand il le fera pour le Groenland? Quelle réaction sera celle de M. Macron? Quelle réaction sera celle des dirigeants européens? Il faut comprendre que ce qui se joue, c'est un changement de monde. Pourquoi les États européens aujourd'hui, Dominique de Villepin, beaucoup d'entre eux se comportent comme des vassaux encore vis-à-vis des États-Unis? Pourquoi cette faiblesse? Mais parce que nous sommes devant un choix qu'il faut mesurer. Les nouveaux empires ne travaillent pas seuls. Ils ont des complices, des complicités. Les nouveaux empires, ils agissent avec des forces oligarchiques qui leur servent de soutien. Forces oligarchiques numériques, on le voit en Europe très fortement. J'attends toujours la condamnation par les Européens de ce qui s'est passé, des mesures prises par les Américains concernant Thierry Breton et un certain nombre d'autres Européens. Thierry Breton, ancien ministre français, ancien commissaire européen qui a été banni du sol américain. Donc, alliance avec des forces puissantes, oligarchiques, numériques, financières, technologiques,
médiatique. Ce sont ceux qui soutiennent aujourd'hui ces nouveaux empires. C'est vrai du côté russe, c'est vrai du côté chinois, c'est vrai du côté américain. Et deuxième type de forces qui soutiennent l'action des nouveaux empires, ce sont les forces identitaires, populistes, illibérales. Nous voyons donc qu'il ne s'agit pas d'une situation ponctuelle. Nous changeons de monde. Et quels sont ceux qui sont visés? Ce sont les démocraties. Et au premier chef, les États-nations forts des pays comme la France. Ces États-nations, eh bien, ils constituent une gêne pour ces empires. Ils sont embarrassants. Et donc, il faut balayer tout ce qui est susceptible de gêner ces empires sur le Groenland, vous citiez, l'Europe n'est pas restée inerte. Emmanuel Macron s'est même rendu, fait un déplacement au Groenland. Que peuvent-ils faire de plus de concret pour la défense de ce territoire européen situé en Amérique? Vous avez raison, on est sur la logique américaine. En gros, du Groenland à la Terre de Feu, Donald Trump veut régner. La meilleure défense, elle est double. Elle est d'abord de comprendre que tout est lié. Nous sommes dans un monde où tout est lié, le national et l'international. La première défense, c'est la défense de ce que nous sommes, de nos valeurs, des principes du droit contre la force. Face à cela, il y a une première leçon à tirer. C'est que le droit, c'est très sympathique, mais ça ne suffit pas. Mais est-ce que le droit international, c'est pas l'arme des faibles aujourd'hui? C'est bien pour ça que je vous réponds. Le droit ne suffit pas, il faut la puissance. C'est la première leçon que nous devons tirer, nous, aujourd'hui, ce matin. Et les Européens, c'est que nous devons nous doter des attributs de la puissance. Ça commence aujourd'hui par un grand pacte européen de souveraineté, parce que ce qui est visé par les États-Unis, comme par la Russie, voire par la Chine, c'est la souveraineté européenne et la souveraineté française. Mais cette souveraineté, elle est menacée, je l'ai dit, sur le plan du numérique, sur le plan technologique, sur le plan financier et évidemment sur le plan de la défense. Donc ce que nous pouvons faire, c'est rappeler l'importance de la règle de droit, se doter des moyens de la puissance. Et la première chose que devraient faire les Européens, c'est d'abord marquer clairement ce qui est inacceptable pour nous dans la décision américaine, se doter des leviers. Et ça, c'est une urgence absolue. Donc ce n'est pas ce qu'a fait Emmanuel Macron hier soir dans sa réaction. C'est l'inverse de ce qu'il a fait, et ça fait des mois que les Européens tergiversent. Mais les Européens sont dans l'illusion. Donc le Groenland, qu'est-ce qu'il faut faire au Groenland? Il faut aller déployer des troupes sur place? Oui, c'est ça. Mais non. C'est immédiat, c'est dans quelques mois peut-être. Nommer les choses sur le plan international, c'est une première barrière. Nommer, s'organiser, se doter des moyens, et c'est pour cela, je dis, un grand pacte de souveraineté qui implique que nous réagissions quand nous sommes agressés sur le plan du numérique, quand nous sommes agressés par les stablecoins, quand nous voyons la prédation américaine sur le plan de la planète. Si dans 6 mois, il se saisit du Groenland en 2 jours, les Européens doivent faire quoi? Réagir, s'organiser, structurer une réponse à l'échelle internationale. Regardez l'émotion que crée la décision américaine à travers le monde. Nous ne sommes pas seuls, nous les Européens. Si l'Europe, avec le bloc des puissances du Sud global, tous les États qui souhaiteraient voir se développer un certain multilatéralisme, qui souhaiteraient éviter que ces logiques de puissance et ces logiques impériales ne se multiplient, sont susceptibles d'être les alliés de l'Europe. L'Europe a des alliés. Le problème, c'est que nous nous trompons de combat. Aujourd'hui, nous sommes saisis par la peur et donc nous nous soumettons en pensant que cela va passer. Emmanuel Macron se soumet? Emmanuel Macron se soumet. Et quelle est la logique auquel nous sommes confrontés? Permettez-moi d'aller jusqu'au bout. Cette logique de soumission et de vassalisation, elle nous conduit peu à peu, et c'est là où nous retrouvons un clivage qui était déjà celui de 2003, quand les États-Unis ont décidé d'intervenir en Irak. Et dire non aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez été l'homme qui a dit non. Et quel était l'objectif en 2003? En 2003, l'objectif, c'était d'éviter une bataille structurée par les États-Unis avec les pays européens contre l'Irak, contre un autre monde, et qui engageait les États-Unis dans une véritable bataille de civilisation. Aujourd'hui, ce qui est derrière la démarche américaine, c'est une logique de combat
d'un monde contre un autre, c'est-à-dire des États-Unis contre la Chine. Et la question, c'est de savoir si l'Europe sera une variable d'ajustement dans ce combat, si l'Europe sera le champ de bataille, ou si l'Europe sera capable d'être la puissance qui jouera son rôle d'équilibre et empêchera cet affrontement. Vous décrivez... Nous devons donc prendre conscience. Dominique de Villepin. Nous devons prendre conscience que nous avons un rôle actif à jouer pour empêcher ce monde. Vous décrivez Emmanuel Macron comme aveugle et inconscient dans sa réponse. Non, alors permettez-moi de compléter, parce